Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'assimilation. L'assimilation qui a beaucoup à voir avec les francs-maçons. Alors, l'assimilation est une vieille notion française. Bon, vieille, elle remonte au 19e siècle. Déjà, au temps des colonies, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait des indigènes? Parce qu'on appelait les colonisés, on les appelait les indigènes. Est-ce qu'on les francise? Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire l'assimilation. C'est les transformer en français, qui s'habillent à la française, qui parlent le français, qui sortent leurs femmes, hein, qui dévoilent les femmes, voilà, qui obéissent aux lois françaises, qui sont laïcs, ou est-ce qu'on les laisse comme eux-mêmes, comme ils sont, et considère qu'ils sont des autres, et qui resteront autres à jamais? Il y a eu un débat très vite tranché par la réalité du terrain. C'est-à-dire que les administrateurs coloniaux, ils ont dit on aura du mal à transformer les Africains en Français, ou les musulmans en Français, ou les Vietnamiens en Français, pour plein de raisons culturelles, mais aussi parce que des raisons matérielles. On n'a pas l'argent pour éduquer tout le monde. Je vous signale qu'en 1910, à l'apogée de l'Empire colonial français, il y avait 40 millions de Français en France et déjà 35 ou 40 millions d'indigènes. C'est énorme, qui crèvent la dalle, misérables. Donc la France n'avait pas les moyens pécuniers et humains. Ils n'avaient pas les professeurs, les médecins, les infirmiers pour aller s'occuper de ces gens-là. Donc on a oublié l'assimilation. Et on a laissé couler les colonies, on a fait semblant d'éduquer les gens, voilà. Sauf que là, il y a eu quand même une petite assimilation, enfin, il y a eu une assimilation des élites. C'est-à-dire que les gens les plus doués, les plus chanceux, sont devenus français. C'est les Sédar Senghor, c'est les Houphouët-Boigny, c'est les Blaise Diagne. Il y a eu un député noir en 1910. La France est le premier empire colonial à avoir un député noir. Avant les Espagnols, les Britanniques, les Hollandais, les Portugais, il y a eu un député noir à Paris en 1910, Blaise Diagne. Donc, message à Madame Obono, Diallo, Taubira, c'est l'ambassade américaine de Paris qu'il faut critiquer. C'est eux qu'il faut, c'est leur siège qu'il faut faire, pas celui de la France. La France a montré le chemin de l'amitié entre les races. Un député noir en 1910. Bon, et donc il y a eu des députés, parce que la France, c'est pas un pays, il y a du racisme en France, mais c'est pas un pays d'apartheid, c'est pas les Britanniques, c'est pas la haine de race, c'est pas français. Donc il y a eu une assimilation de Senghor. Senghor est devenu normalien, agrégé de grammaire dans les années 30, au moment où les Noirs américains étaient lynchés, brûlés vifs, ne pouvaient pas monter dans le bus, où ils faisaient la plonge à New York, où ils faisaient du jazz, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, à part chanter et danser. Eh bien, nous avions un agrégé de grammaire à Paris, M. Sédar Senghor, et qui donnait des cours à Louis le Grand, aux petits Français, à l'élite française, pas des petits Français, à l'élite française. C'est ça la France. Et il y a eu une assimilation largement prise en main par la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les Africains qui venaient en France, ils étaient pris en main par la maçonnerie. Pas tous, mais en grande partie. Et c'est ça l'assimilation. C'est ça la beauté de l'assimilation. C'est quand tu donnes les secrets de fabrication. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est un pays de francs-maçons. C'est un pays d'ingénieurs, de gens très intelligents et de francs-maçons. C'est ça la fabrique de la France. La fabrique des élites françaises. Et la franc-maçonnerie a ouvert les portes à certains Africains. Bien sûr, qui voulaient être francs-maçons et qui voulaient être initiés. Ça a beaucoup marché avec les Africains parce que les Africains viennent d'un monde de sociétés secrètes. En Afrique, tu deviens adulte, enfin dans l'Afrique forestière, hein, celle de la Côte d'Ivoire, celle du Gabon, du Congo, du Cameroun, la Guinée forestière, Guinée-Conakry, tu deviens un adulte, quelqu'un en étant initié. Il y a une société secrète qui s'appelle le Bouiti au Gabon, qui te terrorise, ils prennent les gamins qui arrivent à l'âge d'être initiés, ils les mettent dans la forêt, ils les terrorisent. Alors, on te simule qu'on va te couper le zizi, enfin bon. Je ne suis pas initié au Bouiti, mais c'est assez terrible. Et on te dit, voilà, tu deviens un adulte quand tu sais qu'il y a des esprits, quand tu as des démons, quand tu comprends qu'il y a un monde parallèle. Ça parle, ça c'est la matrice mentale des Africains. Tu leur montres la maçonnerie en France, ils comprennent. C'est comme un match sur Tinder, c'est automatique, c'est spontané. Donc la maçonnerie a fabriqué, elle a accouché en grande partie de l'assimilation des élites africaines. Ces élites qui ont demandé l'indépendance, qui ont même dit des choses dures contre la France. Mais elles aimaient la France comme culture, mais elles ne l'aimaient pas comme dominatrice, comme domination. Ce qui fait que ça a donné la France-Afrique. C'est-à-dire que la France est partie, en 60 de l'Afrique en général, mais elle est restée dans les têtes des élites africaines, largement grâce à la franc-maçonnerie jusqu'à ce jour. C'est la France-Afrique
perdure, c'est grâce aux francs-maçons. Mais je vous dis, c'est une histoire d'élite. Et les élites africaines, elles n'ont pas aimé la France seulement par amour. Et il y a eu de l'amour. Les Africains ont beaucoup aimé la France. Beaucoup plus que les Maghrébins ou les Indochinois. Ils l'ont aimé. Pourquoi? Parce qu'elle leur a rendu un grand service. Elle les a libérés, la France, de la dictature des vieux. L'Afrique avant la France, l'Afrique précoloniale, c'est la gérontocratie. C'est l'esclavage d'abord, des Noirs contre les Noirs. Ça, on l'oublie. Madame Taubira l'oublie souvent. Enfin, elle le sait, mais elle ne le dit pas. Et Madame Yadé aussi l'oublie. Enfin bon, c'est des oublis utiles. Hein. C'est utile pour la carrière d'oublier les crimes des Noirs contre les Noirs. Mais c'est aussi la dictature des vieux. Parce que l'initiation dont je vous ai parlé au début de la vidéo, elle est faite par les vieux. Et les vieux, ils ne passent pas tous leurs secrets. Ils attendent d'être dans le lit de la mort, là, à 80 balais, pour te donner la clé. Et ils la donnent à certains, pas à tout le monde. Ce qui fait que tu as des sociétés ultra jeunes, africaines, tout le monde est jeune, tout le monde tout ça, et où un vieux contrôle tout le système. Et la France arrive et elle dit non, attendez les gars, c'est la méritocratie. Barre de fraction, maçonnerie. Ah, tu dis, mais mon gars, mais c'est ça que je veux. Imagine, tu es au Fouad-Boigny, tu es médecin dans les années 20, tu reviens chez toi, on te dit ferme ta gueule. Tu n'es pas vieux, tu n'es pas initié, tu n'auras jamais le pouvoir. Et là, tu dis, mais attends, mon gars, je suis médecin. Pareil pour Senghor. Bon, il n'était pas franc-maçon. Vous voyez ce que je veux dire? La France, qu'elle soit maçonne ou juste méritocratique, le diplôme, il donne un pouvoir et qui fait exploser la gérontocratie. C'est pour ça que les Africains ont beaucoup aimé la France. Les Maghrébins, nous aussi, on a beaucoup aimé la France. Mais on n'a pas été aussi passionnés que les Africains, parce que nous avions l'islam et puis qui nous éloigne de l'Occident, nous éloigne de la laïcité, nous éloigne de la franc-maçonnerie aussi. Mais la France aussi nous a libérés du pouvoir des vieux. En fait, la franc-maçonnerie nous a, enfin la France nous a appris la méritocratie, nous a appris l'ascenseur social. C'est assez similaire avec ce qui s'est passé en Afrique, mais moins puissant. C'est-à-dire qu'avant, en Afrique du Nord, au Maghreb, pour devenir riche, il fallait faire le djihad, tu renverser la monarchie ou l'émir du coin au nom de l'islam, tu disais qu'il n'était pas assez musulman et que toi tu étais le vrai musulman, ou tu faisais les razzias en terre ou en mer, ça faisait la piraterie. Donc tu étais le bandit de grand chemin. C'est ça le seul moyen d'avoir de l'argent, des femmes, des chameaux, du bétail. La France a dit, mais attendez les gars, calmez-vous. Tu fais Polytechnique, tu deviens chef. Tu fais Normal Sup, tu deviens chef. Bah, tu dis, bah, je fais Polytechnique. Et donc, ça nous a pacifiés. Parce que nous avons appris un ascenseur social. Avant, il n'y avait pas d'ascenseur social en Afrique du Nord. Il n'y avait que la guerre au djihad et la piraterie. D'où l'engouement à ce jour des jeunes Marocains pour les écoles françaises. Parce que tu étudies, tu deviens quelqu'un. Avant, ce n'était pas le cas. Dans le Maroc précolonial, ce n'était pas le cas. Ou dans l'Algérie précoloniale, ou en Tunisie. C'était une société verrouillée. Verrouillée. Soit tu étais né riche, soit tu devais conquérir la richesse par le glaive. D'ailleurs, dans nos sociétés, après l'indépendance, les riches ont bloqué l'ascenseur, ils l'ont cassé. Au Maroc, il a été cassé par l'Istiqlal, le parti des bourgeois de Fès, qui a inventé l'arabisation, c'est-à-dire qu'il a cassé le lycée marocain, qui était une machine à faire des élites marocaines. Mon père, ma mère ont étudié là-dedans, hein, gratuitement. Mon père a étudié dans le lycée français de Marrakech, mais ma mère a fait le lycée marocain. Mon père a été plus vieux que ma mère, il a étudié dans le lycée de Marrakech sous le colonialisme. Ma mère a étudié dans le Maroc indépendant au lycée marocain. Et ce lycée a été arabisé. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les fils de pauvres, comme ma mère ou mon père, deviennent quelqu'un. Donc on a arabisé le lycée, on l'a cassé. Les Marocains, ils ont résisté, les pauvres. Comment ils ont résisté? En faisant des maths. Ils ont dit, ok, on ne peut pas apprendre le français, mais on va faire des maths. Et donc, ils font des maths à un niveau hallucinant, un niveau d'exigence hallucinant au lycée marocain, et ils vont à Polytechnique en masse. Voilà. Mais heureusement qu'ils font des maths dans un sens, parce que ça évite d'avoir des djihadistes. On sauve quelques Marocains en le mettant dans l'élite, malgré le blocage fait par l'élite, parce que les gens de l'Istiqlal et toute la clique marocaine, là, ils mettent leurs enfants au lycée français. Eux, ils n'ont pas arabisé leurs enfants, n'apprennent pas les maths en arabe. Ils n'apprennent pas l'arabe d'ailleurs, ils apprennent le français au lycée français. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un crime contre le Maroc. Un crime fait à l'indépendance. Donc voilà, donc
la France a rendu ce service-là. Et aux Africains, elle a rendu, les Africains n'avaient pas de pudeur. Nous, on a l'islam qui nous retient un peu par rapport à la France. Les Africains, c'est l'amour. Je parle de l'Afrique des années 60, 70, 80. L'Afrique est en train de changer. Donc voilà pour l'assimilation. Une histoire d'élite, réservée à des élites, qui peuvent se connecter à la méritocratie française, et aussi, et en même temps, de francs-maçons. Aujourd'hui, depuis les années 80, on a submergé la France, on a fait la submersion migratoire. Là aussi, une affaire de gauche, souvent de francs-maçons, parce que voilà, toutes les loges étaient pour le touche pas à mon pote, SOS Racisme, le regroupement familial. Et la franc-maçonnerie n'a pas ouvert les portes aux immigrés. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu du recrutement à Grigny, ou à Montfermeil, ou à Sarcelles. Ce qu'elle a fait, au compte-gouttes certes, mais elle l'a fait quand même dans les années 20, les années 30, à Paris avec les élites africaines. Elle ne l'a pas fait avec Mourad, Mokhtar et Rachid et Mamadou qui vivent à Montfermeil. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne se partage pas. C'est bien de former quelques Africains pour qu'ils deviennent des amis de la France dans leur pays, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais on ne veut pas partager le pouvoir à Paris, parce que là, c'est sérieux. Voilà. Donc, quand on a dit aux immigrés, assimilez-vous, enfin là, on ne leur dit plus rien, on leur dit écoutez du rap et jouez au foot. Mais bon, quand on leur a dit assimilez-vous ou intégrez-vous, il aurait fallu qu'on leur termine la phrase. Et intégrez-vous à la France par les sociétés secrètes. La France, ce n'est pas seulement la laïcité, ce n'est pas seulement le cochon, manger le cochon et boire le vin. C'est la France, ça. Mais c'est aussi la franc-maçonnerie et les réseaux occultes. La France, c'est un pays où il y a un état profond, où il y a une architecture submergée. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas seulement la méritocratie. Je trouve que c'est un mauvais service qu'on a rendu aux immigrés en leur cachant le réacteur de la France. Le réacteur de la France, il passe par la franc-maçonnerie. Bien entendu, on ne pouvait pas assimiler, on ne peut pas assimiler tout le monde. On ne peut pas faire de tout le monde un franc-maçon, ni un polytechnicien, ni un vrai Français. L'assimilation, elle est mornée. On l'a compris en Afrique, aux colonies pendant la colonisation. C'est dommage que cette leçon a été oubliée et on a refait la même bêtise en France, c'est-à-dire chez soi. Mais ce que je reproche, c'est que c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, c'est de dire aux gens, finalement, venez, assimilez-vous, mais on leur retire la carte. Tu sais, la vie, c'est un peu le poker, on leur enlève les cartes de la main. C'est vraiment, c'est mauvais joueur, c'est pas fair play. Maintenant, qui va payer le prix? Va payer le prix, c'est tout ce que nous allons payer le prix. C'est les Français de souche qui ont perdu leur pays et les immigrés qu'on a amenés en France qui ne vont pas s'assimiler et qui vont vivre dans un pays où, en voie de décomposition. Tout le monde va être perdant à la fin. Tout le monde va être perdant à la fin. Tout le monde, parce que si la France explose, les immigrés, ils iront ou ils ne reviendront pas au Maroc ou en Algérie. Il n'y a pas de place pour eux. C'est des pays verrouillés. Les oligarchies ont verrouillé le pays. Et ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas tous aller à Dubaï. Puis moi, je vois mal nos racailles à Dubaï. Je n'assimile pas la racaille à l'immigration, mais bon, elle vient largement d'immigration. Je les vois mal à Dubaï. Ils vont prendre 30 ans de prison à chaque joint fumé. Voilà, je veux dire, c'est une histoire triste quand même. Cette histoire-là d'assimilation, de mentir aux gens comme ça, ou de se mentir à soi-même. Sauf si tu rentres dans les logiques messianiques et complotistes, où tu dis finalement, le meilleur moyen de foutre en l'air la France, de la détruire, c'était l'immigration. Si tu dis, moi j'en veux à la France à mort, parce que, comme dit BHL, l'idéologie française est raciste, fasciste par définition, eh bien le meilleur moyen de la détruire, effectivement, c'est de faire l'immigration de masse. Là, les gars, on est bien partis. Bon, je ne veux pas être apocalyptique, mais je pense que je prêche des convaincus. Allez, à bientôt.